Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, la FAQ des 1000 abonnés. Tout d'abord, encore merci aux 1000 personnes qui se sont inscrites à la chaîne et merci aux prochaines. Peut-être un jour il y aura la FAQ des 2000 abonnés, des 3000 abonnés, etc. Tout simplement, n'hésitez pas vous-même si vous découvrez la chaîne par cette vidéo à vous abonner. On va commencer avec la première question. La première question vient de Yannick qui demande « Salut, comment t'es venu de faire des photos en noir et blanc et bravo pour tes 1000 abonnés ». Merci beaucoup Yannick. Alors comment m'est venu le fait de faire du noir et blanc ? Il y a une passion que j'ai en plus de la photo ou en complément, ou voilà, c'est le cinéma. J'aime énormément de films en noir et blanc dont j'apprécie l'esthétique contrastée en fait. Il y a notamment beaucoup des premiers films de Stanley Kubrick. Je parle de films comme Les Sentiers de la Gloire, notamment avec Kirk Douglas, avec ce long travelling de Kirk Douglas là, qui le suit au milieu de la tranchée lors de la revue de troupes. Voilà, c'est des images qui m'ont marqué au niveau du noir et blanc. Il y a aussi des images du cinéma russe où le contraste est très bien employé. Notamment c'est le cas dans un film culte aussi russe, comme ça il n'y a pas de jaloux, un russe américain, un film russe qui s'appelle Ivan le Terrible. C'est un film qui joue beaucoup sur les ombres, où certes le sujet c'est la personne qu'on voit à l'écran, mais il y a son ombre aussi qui fait partie entièrement du sujet. Donc ça c'est des choses qui petit à petit ont forgé l'œil, je dirais, et m'ont apporté ce goût effectivement du noir et blanc. Pour la photo elle-même, donc comme je disais dans une autre vidéo, je fais de la photo, j'ai commencé en 1990 très exactement, dans un club photo dans une colonie de vacances où j'étais allé. Je m'étais inscrit à l'atelier photo et c'est de là qu'est née la passion, donc ça fait un peu plus de 30 ans. Et où on commence en général, on commençait en couleur, la photo couleur. Et quand j'ai eu mon appareil, alors je crois que c'était en 92 ou 93, donc que mes parents m'avaient acheté mon premier appareil, lors d'un séjour qu'on a fait avec mes parents en Auvergne, j'ai voulu tester pour la première fois une pellicule noir et blanc. Alors, il se trouve qu'on a eu un temps complètement pourri, donc qui avait été bien annoncé. Du coup, j'avais pris du 400 ASA. Alors, je pense que ça parle encore. C'est un peu comme les ISO, à ceci près qu'on ne peut pas les rectifier une fois qu'on a mis la pellicule. Mais voilà, donc c'était une pellicule Kodak et il y avait le 100, le 200, le 400. Comme c'était assez nuageux quand même, j'ai pris le 400 ISO et j'ai beaucoup aimé les résultats. Alors avec des photos donc qui sont assez contrastés quand même, mais où on s'en sort bien avec la nature et cette nature avec les volcans et parfois cet aspect ombre qu'on retrouve avec un temps un peu brumeux qui est jamais très clair, un aspect presque onirique en noir et blanc. Et depuis ce moment, et étant donné que donc là on est en 94, et étant donné que je ne suis pas spécialiste en portrait, bien que je fais aussi des portraits, j'ai développé un goût du noir et blanc et régulièrement je faisais des photos en noir et blanc. Bref, j'ai continué la photo en noir et blanc et c'est vrai qu'avec des difficultés quand même qu'on est en noir et blanc, on va en parler justement avec une autre question qui a été posée. J'ai toujours eu une petite accroche quand même sympathique avec le noir et blanc qui fait que en plus de rendre parfois cet aspect un peu mystérieux, ça rend un aspect quelque part atemporel. Les modes sont en effet liés souvent aux teintures, aux textures, aux couleurs, avec des couleurs soit pastel, des couleurs qui tendent vers le sépia, des couleurs presque délavées, des couleurs à la fois délavées et décontrastées qui la font très vintage. Bref, ces couleurs sont marqueurs d'une époque, alors que le noir et blanc, lui, a plutôt une caractéristique intemporelle, à savoir qu'on fait toujours du noir et blanc. Il y a toujours aujourd'hui des photographes qui font beaucoup de noir et blanc. On en faisait aussi il y a de ça très longtemps, voilà. En tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a une fausse raison de préférer le noir et blanc, c'est de se dire c'est plus authentique. En fait, c'est assez faux. Ce qui est le plus authentique, c'est l'œil. Et l'œil, il nous a été donné de voir en couleur. Du coup, et même actuellement, à moins d'avoir un appareil natif monochrome, alors je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'utilité ou pas d'un appareil natif monochrome, je crois qu'il y a Ricoh et Leica qui en font, mais à moins d'avoir un appareil comme ça, le RAW, c'est-à-dire le fichier brut, est un fichier couleur, avec des couleurs. Les données qu'a notre appareil comprennent les couleurs et ensuite on les traite pour en faire un fichier noir et blanc. Du coup, ce n'est pas du tout pour cette idée et se dire en gros, je suis le Francis Cabrel de la photographie, je suis le photographe authentique, je ne fais que du noir et blanc, et en revanche, pour moi, un faux argument de préférer le noir et blanc.
Et s'ajoute à ça, je dirais une troisième chose. Donc les deux premières, il y a le cinéma, la deuxième, l'aspect onirique qu'on peut avoir sur certains paysages. Et le troisième aspect, je dirais tout simplement des photographes que j'aime beaucoup. Je ne vais pas être très original, mais il y a un livre, les Américains, dont je parlerai bientôt sur la chaîne avec, là vous êtes sur la FAQ des 1000 abonnés, mais j'ai prévu la vidéo des 1000 abonnés où je vais parler de ce livre photo. Donc il y a ce livre que j'ai beaucoup aimé, ainsi que, je ne vais pas être très original, faire un petit cocorico, mais les photos de Robert Doisneau, voilà, que j'ai beaucoup aimé et qui ont forgé mon goût pour le noir et blanc. Voilà, sans plus en dire, mais je pourrais parler 3 heures de ça, ce que je peux dire sur pourquoi le noir et blanc. Nous avons maintenant une question de Bidou, alors que je me permets de tutoyer parce que je la connais. Bonsoir, le noir et blanc permet-il de cacher certains défauts que la couleur mettrait en lumière? A l'inverse, est-ce qu'il peut mettre l'accent sur des défauts que la couleur pourrait atténuer? Merci. Et une autre question à suivre, je regroupe par thématique. Donc on verra l'autre question plus tard. Alors tout d'abord, le noir et blanc permet-il de cacher certains défauts que la couleur mettrait en lumière? Oui, très clairement. Par exemple, imaginons que je vais me prendre en photo là. Je suis sur ce qu'on appelle une très large plage dynamique, à savoir que ce côté de mon visage est exposé à peu près normalement. Là, la vidéo, je l'ai exposée pour que là, ce soit normalement. Ici, là, il y a vraiment de l'ombre. Et ici, vous regardez sur le sentier, c'est très largement surexposé, ainsi que dans le ciel. Donc, s'il y avait à prendre ça en photo, en lumière, eh ben, on serait très embêté parce qu'on a ce qu'on appelle une grande plage dynamique. La plage dynamique, c'est-à-dire c'est l'espace entre les plus sombres lumières, qui sont grosso modo ici, je pense dans l'image, et les plus hautes qui sont là. Et c'est vrai qu'en couleur, c'est assez délicat à prendre. Ça donnerait un truc un peu très pétaradant. Alors que le contraste est vraiment facilité à être exploité en noir et blanc parce qu'on n'a pas à jouer là-dessus. Il y a des zones qui peuvent être complètement cramées. Là, c'est ce qu'on appelle une zone cramée, là, le bout de sentier et le bout de ciel que vous voyez. Et ça, c'est pas gênant en noir et blanc. Au contraire, c'est un contraste qu'on peut même renforcer. J'avais fait une vidéo sur les bienfaits lors du traitement photo de la courbe en S. Je vous laisse ça là dans les fiches et dans la vidéo si vous êtes curieux, pour encore accentuer et vraiment maîtriser ce détail. Donc voilà, un des premiers gros bénéfices du noir et blanc, c'est que ça permet de pallier une grande plage dynamique qu'on aurait du mal à réellement exploiter en couleur. En revanche, il y a des difficultés au noir et blanc et des choses qui rendent kitschouille et assez moche en noir et blanc. C'est par exemple tout ce qui est feuillu. Par exemple, là, vous voyez le plan que je prends, là, le plan de coupe, c'est des arbres qui sont dits feuillus avec beaucoup de feuilles les unes sur les autres. Et quand on essaie de faire ça en noir et blanc, ça fait une espèce de gloubi-goulba de matières accumulées les unes aux autres. Le noir et blanc est quand même beaucoup plus à l'aise sur les matières, non pas lisses, mais où il y a beaucoup moins de matières comme ça qui s'enchevêtrent. Là, avec énormément d'arbres feuillus et de feuilles, voilà, on a une espèce de gloubi-goulba pas très heureux, un peu opaque, voilà, qui rend pas très bien, je trouve, en noir et blanc. Et là, il y a une réelle facilité à le traiter plutôt en couleur. Alors du coup, en attendant un moment de la journée où il sera bien exposé et pas avec un soleil pétaradant évidemment, mais où on aura une facilité. J'en profite pour dire que le vert est une des couleurs les plus difficiles à traiter en photo, le vert et le bleu. Voilà, c'est les deux teintes difficiles. Donc vous savez, quand il y a les 3 couleurs entre guillemets primaires de la photo, qui ne sont pas comme en peinture, en photographie c'est le rouge, vert, bleu, red, green, blue. Vous avez dû entendre parler de ça, de ces colorimétriques qu'on dit RGB, red, green, blue. Et il se trouve que le vert, donc qui n'est pas une couleur primaire en peinture, mais qui en est une primaire entre guillemets dans la matrice de couleurs des appareils photo, est une couleur très prédominante qui a tendance parfois à gerber, je dirais. Donc là, avec les avantages et inconvénients, tout à l'heure pour le noir et le blanc, j'ai parlé au niveau prise de vue, maintenant je vais parler au niveau du traitement. Au niveau du traitement photo, on a des facilités à traiter en noir et blanc certaines zones très vertes. Pourquoi? Parce que le vert, soit on l'atténue un peu trop au niveau de saturation, vibrance, et on a quelque chose qui
flirte avec la désaturation, donc c'est pas terrible, ça peut rendre un aspect pas très lumineux, alors qu'ailleurs c'est lumineux. En revanche, si on pousse un peu trop la saturation, on a vite des teintes qui tournent vers le fluo. Vous devez voir de quoi je parle, hein, ces photos de forêt un peu ratées, alors moi que parfois des proches nous présentent fiers comme un bar tabac. Regarde les photos qu'on a faites en forêt, et qui en fait sont un peu moche douille, quoi, avec des verts un peu pétaradants. Voilà, c'est là où parfois, en noir et blanc, et à condition de ne pas avoir des arbres à nature très feuillus, mais plutôt des conifères, on s'en sort plutôt mieux au traitement photo en noir et blanc. Un mot pour les personnes, à titre personnel, je trouve que dans la photo de portrait, justement, je vais plutôt parler du portrait individuel, on ne peut pas aborder toutes les photos. Là, il n'y a pas vraiment de choses qui font que le noir et blanc a un avantage ou un inconvénient par rapport à la couleur. Je dirais que c'est vraiment affaire de goût. En revanche, il y a un défaut dans lequel il faut, je pense, éviter de tomber. Enfin, un défaut. Je m'explique, c'est une facilité en photographie. On apprécie tous, je pense, vous savez, alors je vais montrer quelques exemples là si j'en trouve, mais la photo du vieux sage en noir et blanc avec des traits très marqués et prise en noir et blanc avec un contraste bien renforcé. Vous voyez la photo qui fait la photo authentique. Je trouve que c'est ce que je peux appeler une facilité photographique. À savoir qu'on est à peu près sûr du résultat, c'est un peu un lieu commun de la photo, quoi. C'est un peu comme le beau paysage de plage ou de coucher de soleil, avec une belle lumière. C'est assez facile à faire, mais finalement ça fait un peu carte postale. La carte postale, il n'y en a pas que de paysage. Le coucher de soleil, la mer, c'est une carte postale de paysage, mais aussi l'effet carte postale des personnes. C'est un gros cliché, on est vraiment dans le gros pathos, quoi. Donc je dirais que on peut faire ce type de portrait pour s'exercer, quand on a quelques mois de pratique photo, et ça fait toujours plaisir et c'est même formateur de savoir refaire un classique. On commence par là, par imiter un classique, mais après c'est un peu vu et revu, quoi. Voilà, le vieux sage avec sa belle barbe, avec ses traits bien marqués en noir et blanc, voilà. En gros, il faut savoir un peu passer à autre chose, quoi. Nous avons maintenant une question d'Arnaud qui nous demande: merci Julien pour cette vidéo. Donc il faisait allusion, Arnaud faisait allusion à une vidéo sur les appareils à moins de 300 €. Voilà. Alors à moins de 300 € et jusqu'à 500 pour s'équiper facilement en photo. Je vous laisse ça là dans les fiches et dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. Donc merci Julien pour la vidéo. À quel moment faut-il passer sur un vrai appareil photo par rapport à mon smartphone Pixel 6 Pro? Je me sers de temps en temps de mon vieux Canon 50D et puis mes appareils argentiques. C'est très bien de toujours faire de l'argentique. Personnellement, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Il faut déjà rappeler que votre appareil smartphone est un vrai appareil photo. C'est même un appareil qui a une équivalence, je disais, de certains compacts à focale fixe qu'on trouvait il y a de ça pas si longtemps. Donc l'appareil photo, l'appareil qu'on trouve sur un smartphone est déjà un vrai appareil photo. On peut même maintenant tirer un fichier RAW de son smartphone pour vraiment l'exploiter ensuite au traitement d'image. J'avais fait une vidéo où je donne des applications très bien pour smartphone et pour la photo, je vous laisse ça en description de la vidéo. Les smartphones ont en général des objectifs qui conviennent très bien notamment à la photo de paysage, et c'est vrai que le capteur est très petit sur un smartphone, du coup on est limité dès qu'il y a un peu une baisse de luminosité, mais sous des conditions normales, ma foi, aujourd'hui sur un smartphone un peu récent comme le vôtre, disons un smartphone qui a moins de 5 ou 6 ans, et on va dire un appareil APS-C standard, je dirais en bonne condition de luminosité, bien malin, qui peut faire la différence. Alors il y a quelques éléments qui peuvent faire la différence, à savoir que, enfin, mon smartphone, en tout cas, moi je suis sur iOS, sur iPhone, mais mon smartphone fait du 4/3 et mon appareil photo, mon réflexe, fait du 3,5, donc ça se voit tout de suite, je dirais, au niveau de la photo. Mais si jamais on recadre en 3,5 la photo 4/3 issue du smartphone, et surtout qu'on photographie en RAW et qu'on traite derrière, sur une photo de paysage, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas trop de différence. Je dois même vous avouer que pour des photos de groupe, pour un mariage, en fait, je change d'objectif. J'ai plusieurs objectifs sur mon appareil photo selon les différentes situations. Parfois, j'aurais été aussi à l'aise avec un smartphone pour faire la photo de groupe. Sauf que ça peut faire un peu cheap en fait, quelqu'un qui vous a payé pour faire un mariage, vous sortez votre smartphone. Du coup c'est vrai que je mets le grand angle sur l'appareil photo, ça fait un peu plus pro, mais j'aurais eu exactement le même résultat pour une question de grand angle
avec tout simplement avec le smartphone. Maintenant, ce qui peut vous pousser à utiliser votre réflexe plutôt que votre appareil, c'est tout simplement s'habituer à travailler la base. C'est vrai qu'avec même en déverrouillant avec une bonne application un smartphone, on n'a pas accès à l'ouverture. Là, vous allez vraiment pouvoir, avec un réflexe, gérer le fameux triangle, donc avec l'ouverture, avec la vitesse et avec les ISO. Surtout que, alors je ne sais pas sur ce que vous aviez en appareil argentique, si c'était un compact, si c'était un bridge ou si c'était un réflexe, mais c'est peut-être des choses que vous êtes déjà habitué à travailler. Voilà, du coup là vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Si votre appareil, je ne connais pas par cœur les spécifications de votre Canon 50D, mais s'il a de bonnes spécifications en montée d'ISO, c'est-à-dire qu'il supporte à l'aise une montée à 1600 ou voire à 3200 ISO, vous serez beaucoup plus à l'aise en situation de faible luminosité, tout simplement. Il y a des choses qui rendront très vite avec beaucoup de bruit dans l'image avec votre smartphone, qu'en revanche vous pourrez beaucoup plus facilement faire avec votre appareil Canon. Enfin, votre appareil Canon est à objectif interchangeable et du coup vous pourrez changer d'objectif, sachant que c'est des montures qui sont en général qui durent dans le temps. Du coup, un objectif est très rarement un achat à perte. Quoique vraiment Nikon, je me demande vraiment la raison industrielle du changement de monture entre les anciennes montures F qui dataient depuis les années 50 ou 60 quand même, et les montures Z avec un adaptateur à 300 balles, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut quand même utiliser les anciens objectifs, mais il faut passer au tiroir caisse. Mais à part ça, chez Nikon, bon, vous êtes chez Canon, voilà, vous pouvez aujourd'hui, il y en a sur Back Market. J'avais parlé de Back Market justement dans la vidéo sur laquelle vous aviez posté le commentaire. Il y a aussi beaucoup d'objectifs et vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et ça, cette interchangeabilité, elle n'est pas possible avec un smartphone. Et enfin, Bidou me pose la question suivante, sans lien avec le traitement noir et blanc, mais de façon plus générale, un avis sur le selfie. Sans opposer particulièrement les millennials et la génération Z, objectivement, quel est l'angle le plus flatteur, le plus favorable, ou qui aurait le meilleur rendu? C'est très simple, le selfie, c'est le mal en photo. Non, je plaisante. Le selfie, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. À titre personnel, finalement, j'en fais assez peu dans mes photos que je publie directement. J'en fais à titre privé, notamment avec mon épouse. Au cours de la journée, j'en échange, mais c'est des photos qui n'ont pas vocation à être artistiques. Quoique j'utilise le mode portrait un peu de l'iPhone sur les derniers, mais voilà, je me prends à l'arrache au bureau. Voilà, mais c'est destiné uniquement à mon épouse. C'est pas destiné en publication. Pour ce qui est de la publication, je dirais qu'il y a un gros mal sur le selfie. Il y a un gros mal, et alors là je vais être ultra subjectif, donc voilà, c'est un avis qui n'engage que moi, sur les bouches en bec de canard, pour être poli. Ouais, je sais même pas les faire. Les selfies comme ça, voilà, je trouve que ça fait... Ouais, ça rend une image un peu téloche, très télé-réalité, instagrammeuse, tout ça. Voilà, que à titre personnel, j'apprécie vraiment pas du tout. Évidemment, il y a un côté très narcissique à ça. Il y a aussi un côté qui, quelque part, est dommage. Alors, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais c'est que je connais certaines personnes qui reviennent de voyage et qui publient des photos de voyage sur leur mur Facebook, et ils font à chaque fois des selfies. Pourtant, ils vont dans des endroits fantastiques, mais à chaque fois, il y a leur tronche devant un magnifique monument hindou, il y a un tronche devant le Parthénon, il y a leur tronche devant, voilà. Mais quelque part, c'est dommage. Qu'il y ait une proportion de photos sur, j'en sais pas moi, une centaine de photos de voyage, où il y a 10 ou 15 photos de selfies pour montrer où on était avec nous devant. Bon voilà, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de mal. Mais ce serait dommage de passer à côté d'opportunités de belles photos en voulant systématiquement mettre sa tête sur les photos. Il faut reconnaître que sa tête, c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde, et qu'on n'est pas là pour photographier uniquement sa tête. En gros, plutôt que vous, dans l'environnement où vous êtes, soyez sensible d'abord à l'environnement où vous êtes,
indépendamment de vous. Voilà. Du coup, regardez, alors après ça s'exerce, hein, l'œil photographique, voilà, c'est quelque part même un réflexe, hein. Il n'y a pas besoin. Ça, vous savez, quand vous voyez quelqu'un faire ça, bon, c'est un geste, je pense, pour faire style, mais on a directement l'œil. Même sans faire ça, ben, réfléchissez déjà à ça. Après, oui, faites-vous plaisir et montrez un selfie. Voilà, il n'y a pas de mal, mais ça ne doit pas vous empêcher de mettre un peu votre ego de côté, de regarder cas d'intéressant l'endroit où je suis, indépendamment de ce que moi, je suis. J'ai quand même fait une vidéo dédiée au selfie sur la chaîne, donc je la mets en fiche et en description. Alors, j'apporte quelques éléments techniques, notamment un qu'on m'avait dit, une petite astuce. C'est vrai que parfois on a l'air un peu crispé parce qu'on est un peu à bout de bras comme ça et on doit faire le geste de déclencher tout en essayant de sourire. C'est vrai que une des astuces que je donne dans la vidéo pour pallier ça justement, et alors c'est pas moi qui ai inventé cette astuce, hein, on me l'avait donné, mais c'est de mettre le retardateur, comme ça c'est un peu plus simple. Bien reposé avec le muscle, je dirais reposé, vous mettez le retardateur, vous prenez le selfie. À titre personnel, les fois où je prends des selfies, ça c'est une déformation, mais je les prends quasi systématiquement en format horizontal, qui est quand même le format natif, enfin natif, il n'y a pas vraiment de format natif, il ne faut pas être intégriste, mais le format naturel, je trouve, de la photo, et qui permet justement de montrer, bah là, quelque part, c'est un selfie vidéo que vous regardez, hein. C'est un face cam, mais vous me regardez, vous voyez l'environnement, donc ça pourrait très bien être une photo, et comme ça, en format horizontal, donc en format paysage, bah, vous me voyez à la fois moi et vous voyez là où je suis. Si je voulais prendre une photo, ce serait pas mal. Voilà. Enfin, quel est l'angle le plus flatteur? Bon, évidemment, il est couru que l'angle le plus flatteur, c'est celui où on voit le moins le double menton. Donc plutôt, je dirais, le téléphone un peu au-dessus pour naturellement lever la tête. Pas trop, sinon on est comme ça, voilà. Mais en levant un peu la tête, ce qui évite le double menton. Évidemment, bon, moi je suis corpulent, du coup il faut bien que je mette comme ça pour éviter le double menton. Mais même quelqu'un qui a une physionomie, je dirais un IMC normal, enfin non, il n'y a pas d'IMC normal, mais disons un IMC qui est moins élevé que le mien, finit toujours par avoir un double menton. Donc évitez la contre-plongée comme ça, mais plutôt en plongée. Je dirais que c'est là où il y a le rendu le plus flatteur. Enfin, une dernière chose, c'est peut-être valable pour les selfies, peut-être pas, mais un dicton que je rappelle souvent sur la chaîne, je ne sais pas de qui il vient, un jour il faudrait que je recherche vraiment d'où il vient, mais qui dit finalement, c'est la définition d'un bon photographe. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui ne montre que ses bonnes photos. Bah, c'est peut-être vrai aussi pour les selfies, donc peut-être qu'il ne faut pas autant que le font certains, bombarder les réseaux sociaux de leur tronche en soirée, de leur tronche au parc, de leur tronche je sais pas où, et être un peu plus sélectif justement sur les photos qu'ils montrent. La sélectivité, c'est jamais mauvais en photo, et je pense que ça ne l'est pas en selfie. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez améliorer le selfie en faisant de l'autoportrait. Alors là, on n'est plus vraiment dans le selfie, mais c'est l'autoportrait qui me sert, enfin c'est ma photo corporate, j'appelle ça un peu, c'est-à-dire c'est la photo que je monte, c'est le portrait un peu à la Steve Jobs que j'avais pris. Alors je m'étais inspiré effectivement du portrait iconique de Steve Jobs, mais je l'avais mis un peu à ma sauce, et là vous pouvez avoir de beaux résultats. Du coup, on peut considérer, oui, être dans le selfie parce qu'on est seul à prendre la photo, mais on est plus dans l'autoportrait, je pense. Et peut-être que c'est une bonne piste d'ailleurs, si vous voulez améliorer vos selfies et peut-être les faire moins à l'arrache, c'est plus tendre vers l'autoportrait, sans aller jusqu'au portrait travaillé que j'ai fait. D'ailleurs, j'avais fait un petit making-of pour montrer comment faire si ça vous intéresse. Je vous laisse ça là en fiche et en description. Donc, sans aller jusque-là, peut-être une démarche, c'est finalement, qu'est-ce qui peut faire que ma photo sera meilleure? Et une des choses, c'est de travailler évidemment. Et la deuxième, c'est, comme je disais avant, la sélectivité, voilà, être plus sélectif sur ses photos. Je vous laisse avec une vidéo qui va peut-être vous intéresser si vous découvrez la chaîne. C'est une vidéo qui répond en partie à la question que faire, qu'apprendre en premier quand on découvre la photo. Voilà, je viens d'apprendre la photo, techniquement, par quoi il faut commencer. Donc je vous laisse la vidéo, ça va s'afficher dans l'écran de fin si ça s'est déjà affiché. Donc on se retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis faites de belles photos et à bientôt. Ciao.